Bonjour à toutes et à tous, je suis Éric Dechassé, le directeur de l'Institut national d'histoire de l'art et je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'INHA tout entier dans cet auditorium Jacqueline Lichtenstein. Je suis heureux particulièrement que ce colloque puisse enfin se tenir puisqu'il a été plusieurs fois repoussé du fait de la pandémie et qu'il a enfin commencé hier. C'est un colloque qui témoigne d'un partenariat très fructueux entre la Société des Amis du Musée national de la céramique et qui réunissant Sèvres Manufacture et Musées nationaux, le Musée d'art moderne de Paris, le Musée des arts décoratifs de Paris et l'INHA. C'est l'occasion, je le souligne, de poursuivre une collaboration régulière entre l'INHA et le Musée d'art moderne de Paris. Après la co-organisation du colloque autour de l'exposition Décorum, tapis et tapisserie en 2013, qui était déjà avec Andressen, et celui autour du commissaire d'exposition, historien de l'art, Pierre Gaudibert, en 2021, avec un accrochage des collections qui était le fruit d'un travail entre l'INHA et le Musée d'art moderne. Nous avons également des habitudes de travail serré avec le Musée des arts décoratifs de Paris, avec notamment un programme qui date un peu maintenant, mais je suis sûr qu'il y aura des choses, qu'il y a déjà des choses existantes, mais que j'oublie certainement, mais Béatrice Quette les saura mieux que moi. Le programme autour de Jacques Doucet, avec l'édition d'un livre, ça remonte à 2016. Et avec Sèvres, nous avons également des collaborations, je pense en particulier au Medieval Kashi Online sur les céramiques iraniennes, qui est un programme qui est développé déjà maintenant depuis plusieurs années. Je suis particulièrement heureux également de la participation des différentes équipes de l'INHA à la préparation de ce colloque, même si nous avons eu un rôle très en réserve, un rôle d'accueil plutôt, mais qui correspond entièrement à nos missions, qui sont bien des missions de service de l'ensemble des initiatives en matière d'histoire de l'art et du patrimoine sur le territoire national et de mise en réseau international également. Je veux saluer l'implication de Zahia Rahmani, conseillère scientifique à l'INHA, de Juliette Tray, qui est la directrice adjointe du département des études et de la recherche, et puis des services communs et techniques de l'INHA, en particulier Elsa Najm, et l'aide capitale des régisseurs techniques de l'auditorium, en particulier Maxime Grell, comme à chaque fois qu'il y a des événements ici, quelle que soit leur nature. Il a semblé capital de croiser les regards et les approches complémentaires de spécialistes de la céramique des XVIIIe siècle à nos jours, mais aussi de théoriciens, de praticiens, de conservateurs et d'artistes, de théoriciennes, de praticiennes et de conservatrices également, permettant une pluralité de voix et de visions à l'image de la diversité des champs concernés par la céramique. Je ne vais pas faire d'introduction théorique beaucoup plus longue, sinon en disant qu'effectivement, il paraît capital que l'histoire de l'art se saisisse de tous ces objets. Vous le faites. Elle a tendance, en tout cas dans sa partie enseignement universitaire, à négliger ce qui ne serait pas une espèce de zone de confort traditionnelle. C'est aussi le cas jusqu'à récemment de très nombreux musées, sauf ceux comme Sèvres et les arts décoratifs, dont la mission même repose sur la présentation, la conservation et l'étude de collections qui concernent ce qu'on appelle encore, enfin, on n'appelle plus art mineur, mais dans les faits, beaucoup d'historiens de l'art, qu'ils soient dans les musées ou à l'université, ont tendance à considérer comme des arts mineurs. Et je dois dire que effectivement, le programme d'exposition au long cours, puisque ça finit par définir un vrai programme du Musée d'art moderne de Paris, de ce point de vue-là, comme musée ayant un propos qui est un propos généraliste, est tout à fait exemplaire. Je pense que c'est effectivement un des éléments extrêmement importants de ce colloque et de vos réflexions, dont je me réjouis qu'elles puissent toucher également un public de non-spécialistes et un public d'historiens de l'art qui est trop peu attentif à ces questions.
On m'a demandé d'introduire le programme de la journée. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a prévu de le faire. Je suis très heureux de passer la parole à quelqu'un de ce point de vue-là. Non, personne n'avait prévu de le faire, donc je suis bien obligé de le faire. Je salue Pauline Dabrijon, d'ailleurs, ancienne chargée d'études et de recherche à l'INHA, qui continue à travailler avec nous sur des projets de recherche. Donc, le programme de la journée, il est évidemment, cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant, comme hier, très ambitieux, et il promet d'être passionnant. Je lis ce qu'on m'a écrit, mais je le pense réellement. Pardon, c'est tôt le matin, enfin tôt le matin, il est 10h, il n'est pas si tôt que ça, mais pour moi, c'est relativement tôt, donc je suis à peu près le papier qu'on m'a donné. Les sessions vont s'attacher à montrer que, bien que fondamentale, la relation entre céramique et politique est un sujet peu abordé, comme si la céramique et son statut d'art décoratif étaient nécessairement apolitiques ou se plaçaient toujours et seulement du côté du pouvoir. La première session s'intéressera à la question des transferts culturels qui ont jalonné toute l'histoire de la céramique et en fait toute l'histoire de l'art, même si elle s'est construite trop largement sur des présupposés nationalistes, ce qui est moins le cas, me semble-t-il, pour l'histoire de la céramique, encore qu'on puisse en discuter dans certaines aires géographiques, et ça sera le cas de la première session sous l'angle spécifique des rapports entre la France et la Chine. Il y a bien des discours extrêmement nationalistes de ce point de vue-là qui peuvent avoir cours. Viendra ensuite une session autour de la question de la monstration et de l'exposition de la céramique, qui révèle souvent des hiérarchies sous-jacentes en fonction notamment de l'origine sociale ou ethnique et des fonctions initiales des objets. Je viens de lire ce qu'on m'avait préparé. Je ne suis pas sûr qu'un objet ait une origine sociale ou ethnique, mais et c'est peut-être un des problèmes dans une certaine conception de la politique qui a cours aujourd'hui, mais je suis sûr que vous traiterez cette question avec beaucoup de finesse. Enfin, la journée se conclura autour de l'écologie et de l'engagement politique, l'occasion de penser la dimension éthique, souvent inhérente au choix de la céramique, en s'intéressant à l'implication de la terre ou encore de la brique comme matériau, ressource et possible métaphore d'une résistance. Pour la journée de demain, qui aura également lieu, de demain matin, qui aura également lieu à l'INHA, les thématiques seront la céramique comme possible lieu de résistance pendant la période de l'occupation en France, ainsi que dans le cadre de l'École des Beaux-Arts de Casablanca et de la Biennale de Bagdad dans les années 1960 et 1970, et sur la dimension satirique véhiculée par de nombreuses céramiques, notamment les productions nord-américaines depuis les années 1940. Le programme de l'après-midi sera tout aussi stimulant en abordant les problématiques liées au genre et à la réparation. Ça fait beaucoup de choses en 3 jours, en tout cas en 2 jours pour l'INHA. Je suis extrêmement heureux que vous puissiez partager ces différentes discussions. Je suppose que des suites seront données à ce colloque et effectivement, ça m'intéressera vivement, comme je crois de très nombreuses autres historiennes et historiens de l'art, et je vous souhaite une bonne journée de travail et de débat. Merci. Alors, on va entamer cette session qui est effectivement dédiée au transfert culturel. Alors, je ne vais pas vous faire une historiographie des transferts culturels. Simplement, voilà, ça implique des mouvements d'objets, de personnes, d'idées, de concepts entre deux espaces culturels. Et donc, ce matin, on a choisi de traiter les rapports de la France, de l'Occident avec la Chine. Donc, vous savez, les transferts culturels sont une approche qui a été développée au milieu des années 80 et qui s'est quand même beaucoup développée depuis les années 2000, donc il nous a semblé important de traiter, ou en tout cas d'évoquer cet aspect au cours du colloque. Lors de la conception de ce colloque, parce que, bon, comme on le disait, on a commencé à travailler sur ce colloque en 2018, donc ça fait longtemps. Au tout départ, en fait, on désirait se concentrer sur les questions d'Occident, parce qu'on ne souhaitait pas être trop rapide, trop maladroit, trop
caricatural, sur des cultures qui ont des spécificités propres. Et comme vous voyez, le programme aussi est très chargé. Donc voilà. Et puis finalement, au fur et à mesure de nos réflexions pour construire ce programme, sont venues l'idée de traiter quand même d'autres aires, donc la Chine, le Japon. Demain, on évoquera aussi, tout à l'heure, on évoquera aussi le Maroc, demain aussi le Maroc, l'Irak, etc. Donc on remet quand même aussi ces civilisations en perspective par rapport à nos cas d'études. Et effectivement, comme l'a rappelé Eric, le colloque en fait vise, c'est notre souhait dès le départ, et c'était notre souhait dès le départ, à ouvrir des pistes, à susciter des nouvelles recherches, des nouvelles approches sur la céramique. Et donc, nous espérons que dans la foulée de ces 3 jours, des historiens d'art, des anthropologues, des ethnologues vont se saisir aussi de ces pistes, peut-être les développer aux côtés des spécialistes de la céramique ou des amis de Sèvres. Donc voilà, alors j'ai le plaisir de vous introduire cette session avec tout d'abord Pauline Dabrigeon. Donc vous êtes conservatrice en charge des collections chinoises à Genève, à la Fondation Bor. Vous êtes diplômée de l'École du Louvre et également de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous avez donc été formé à l'histoire de l'art chinois à l'université de Taïwan. Et puis, donc, comme le dit Eric, vous avez été chargé d'études à l'INHA et donc vous menez une thèse sur les porcelaines chinoises en France au XIXe siècle à l'EPHE. Et donc, vous traitez de cas que les amateurs de céramique occidentale connaissent aussi, comme Rothschild, Jacquemart, Dubouché, etc., dans votre thèse. Je n'annonce pas votre intervention, puisque votre intervention portera donc sur les enquêtes de la manufacture de Sèvres en Chine au XIXe siècle sur les couleurs chinoises. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Est-ce que le power... Oui, parfait. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour son invitation et l'organisation de ce fabuleux colloque. Invitation à présenter ce qui se trouve effectivement être une partie de mes recherches de doctorat, mais également la section d'une exposition qui se tiendra à la Fondation Bor, Musée des Arts d'Extrême-Orient de Genève, de septembre 2022 à février 2023, sous le titre « Le secret des couleurs, céramique de Chine et d'Europe du XVIIIe siècle à nos jours », et pour laquelle nous avons l'honneur, la chance d'obtenir un prêt exceptionnel de plus d'une quarantaine d'objets de la manufacture de Sèvres. Donc, je remercie vivement Charlotte Vignon et Romane Sarfati pour cette collaboration. Et également, ces recherches n'auraient pas été possibles sans l'aide et le soutien de l'équipe du Musée de Sèvres, en particulier Delphine Miroudot, Coralie Dussert et Clotilde Sablon du Corail, que je remercie vivement. Donc, l'objet de cette présentation est de se plonger dans un phénomène connu, celui des missions industrielles et commerciales commanditées tout au long du XIXe siècle, tantôt par le ministère du Commerce, tantôt par celui de l'instruction publique et des beaux-arts. Et il sera évidemment question ici plutôt de la manufacture de Sèvres et en particulier des missions qu'elle a effectuées en Chine, en mettant l'accent sur la recherche de nouvelles couleurs, tant du point de vue des émaux de petit feu que des couvertes de grand feu. L'étude des différentes missions en Chine montre que l'engouement pour certaines techniques décoratives chinoises est un motif récurrent au fil de ces missions, dont je vous propose d'analyser aujourd'hui la mise en place et notamment les interactions avec différentes institutions étatiques, les résultats, de manière à en comprendre les enjeux stratégiques. Le but étant également de restituer ces missions dans un contexte géopolitique plus large, celui des relations franco-chinoises tout au long du XIXe siècle. Donc, dès les années en fait, 1830, il y a comme des bouteilles à la mer, ces lettres qui sont envoyées à des individus, aux nationalités et aux professions des plus diverses, dans le but de parfaire les connaissances sur la céramique chinoise. Ces demandes sont principalement à l'initiative d'Alexandre Brongniart, administrateur qui n'est plus nécessaire de présenter de la manufacture de Sèvres, et Denis Désiré Riaucreux, donc conservateur du musée céramique. Donc, vous voyez à l'écran 2 exemples, une note de 1833 à propos d'un négociant hollandais, un certain Van Novermer Fischer, ayant habité à Canton une quinzaine d'années, et qui se propose, suite à sa visite de la manufacture, de rapporter des pièces d'intérêt en provenance de la Chine et du Japon. Car ce musée, je cite le document, ne possède que quelques objets minimes et
peut, dans un état, de donner une idée de la variété qui distingue cette fabrication. Fin de la citation. C'est une des premières lettres datées des archives du musée qui témoigne de l'intérêt des productions chinoises à Sèvres. Autre exemple, celui de la main d'Alexandre Brongniart, beaucoup plus difficile à décrypter, qui, elle, établit une première liste de questions intéressantes concernant la production de la porcelaine chinoise et mentionne notamment la nécessité d'acquérir, je cite, des matières premières brutes et préparées que les Chinois emploient dans leur fabrication. Le tout muni, je cite, des étiquettes du nom qu'on leur donne, du lieu où on les trouve et de leur rôle dans la fabrication. À ma connaissance, pas de suite n'a été donnée à l'acquisition ni d'objets ni d'échantillons de ces deux lettres, et ce qui montre en quelque sorte la difficulté à la fois de se rendre en Chine dans cette première moitié du 19e siècle et également de solliciter le peu d'individus qui ont la chance de s'y rendre. Pour rappel, à cette époque et jusqu'à la fin de la première guerre de l'opium, Canton est le seul port de Chine où les étrangers sont autorisés à commercer et à séjourner dans des quartiers bien spécifiques en périphérie urbaine. Finalement, c'est grâce au sinologue Stanislas Sullien que la manufacture finit par trouver un point d'ancrage en Chine, incarné par la mission de Saint-Vincent de Paul. Les missionnaires lazaristes, donc, sont à cette époque les seuls à pouvoir séjourner à l'intérieur des terres. En fait, Stanislas Sullien avait souvent recours à la congrégation pour acquérir des livres chinois et il était par ailleurs très attaché à faire connaître les techniques chinoises au sens large, s'étant attelé plutôt à la traduction de traités sur la culture des vers à soie et plus tard, comme vous le montre cette diapositive, à plusieurs traités sur la fabrication de la porcelaine chinoise. Donc, la première véritable mission effectuée en Chine par la manufacture sera réalisée par un prêtre lazariste chinois du nom de Joseph Li, Li Yuese de son nom chinois, né en 1803 à Mianyang dans la province du Hubei, de parents agriculteurs et qui, semble-t-il par hasard, rentre dans une église, fait la rencontre d'un certain Paul Song qui lui enseigne la langue latine et va le porter à sa vocation, qui conduise ses pas au séminaire des Lazaristes de Macao. De là, il est envoyé en France et c'est de ce séjour en France avec 3 autres de ses compatriotes que date ce portrait, peu de temps avant qu'il ne prononce ses vœux, donc encore en costume, en habit d'époque Qing, portant la natte. Donc, de retour en Chine, il est envoyé dans plusieurs provinces de Chine, le Jiangxi et le Zhejiang, ce qui tombe plutôt bien puisque c'est sans doute lors de l'un de ses séjours dans le Jiangxi, la capitale de la porcelaine en Chine, Jingdezhen, qu'il rapporte un grand nombre de matériaux bruts, tous étiquetés et classés avec une grande parcimonie. Et les archives du musée de Sèvres préservent un album papier dans lequel ont été consignées soigneusement toutes ces étiquettes annotées de la main de Joseph Li. Nous avons même eu la chance de redécouvrir une partie de ces échantillons l'été dernier avec Delphine Miraudot et sa stagiaire dans les réserves du musée. Malheureusement, la plupart de ces échantillons concernent plutôt les pâtes, les terres et les pâtes à porcelaine. Ce qui manque, c'est donc ce qui nous intéresse pour cette présentation, à savoir les couleurs rapportées, principalement des émaux sur couvertes, qui auraient été au nombre de 19. Mais qui sait, les réserves n'ont sans doute pas fini de livrer encore tous leurs secrets. Et rapporté sous 2 formes que vous voyez exprimées dans ce tableau, à la fois de fragments qui nécessitent d'être broyés avant utilisation et préparés, c'est-à-dire déjà broyés finement et mélangés à de la céruse que l'on nomme tianfen, donc littéralement poudre de plomb.
Dans une lettre qui accompagne cet envoi, Joseph Lee ajoute quelques mentions de provenance, ce qui est intéressant également, soulignant que les couleurs brutes ne sont pas disponibles partout en Chine. On ne peut pas, dit-il, acheter toutes les couleurs tout à fait brutes ou naturelles parce qu'elles sont venues de diverses provinces. Celles qui sont venues à Jingdezhen ont déjà subi la préparation dans leurs propres endroits, ce qui, en termes de connaissances sur la circulation des émaux en Chine, est intéressant. J'attire également votre attention sur une partie de cet envoi qui concerne les ors, en particulier cette page où vous voyez deux types d'or qui y sont collés, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se trouve au-dessus, à savoir le prospectus du marchand auprès duquel Joseph Lee, ou plus vraisemblablement un de ses compatriotes n'étant pas forcément à Canton à cette période-là, a fait l'acquisition de ces deux feuilles d'or, à savoir la boutique d'un certain Deng Yongji, dont vous voyez la retranscription ici. Donc, il est spécialiste de parures en or, de toutes sortes d'objets en or, de feuilles d'or, et pratique l'échange de bijoux. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce prospectus, vous avez la mention d'une adresse qui a permis d'identifier la provenance de manière assez précise, qui se trouve être à Canton, dans ce quartier, dans la rue Zhuangyuan, et à proximité de la porte de la paix, Taipingmen. Et dans cet endroit en rouge qui se trouve être en fait la ville chinoise, la ville auquel n'ont pas accès les étrangers, d'où l'intérêt, en tout cas pour cette mission bien spécifique, qu'elle soit menée par une personne de nationalité chinoise. Autre mention de provenance intéressante, parce que je précise que ce type de prospectus n'ont pas été forcément toujours préservés en Chine, ce qui les rend d'autant plus intéressants. C'est celle de la boutique de Hu Yisong. Malheureusement, ici, il ne s'agit juste que d'une indication sur certaines des étiquettes sans véritable développement qui permettrait une identification plus précise des matériaux. Avec ici, par exemple, la mention de ce Hu Yisong dans une étiquette pour une couleur qui est le correspondant en fait au rouge colloïdal, rouge à partir d'or colloïdal, pardon, le Yanzhehong. Conscient du grand intérêt de ces matériaux, en fait, Stanislas Julien va demander à Joseph Lee de rassembler plusieurs ensembles d'échantillons, non seulement pour la manufacture de sève, mais aussi pour l'école des mines, le cabinet de minéralogie du Collège de France, et aussi pour sa collection personnelle, cela s'entend. Vous avez ici l'un des albums préservés. Là encore, les échantillons n'ont pas pu être encore identifiés à ce jour, avec des émaux, encore une fois sur couverte, qui sont assez similaires à ceux de la manufacture, si on compare les listes, mais un ensemble beaucoup plus substantiel de bleu de cobalt utilisé dans la décoration sous couverte. À la même période, le délégué commercial du nom de Jules Itier parvient également à soustraire des informations sur les techniques d'émaillage en Chine, et ce, sans même se rendre au-delà de Canton. Il fait alors partie de la délégation commerciale et diplomatique envoyée en Chine en 1844, soit juste après la première guerre de l'opium, et qui avait pour but de négocier les mêmes avantages commerciaux que l'Angleterre à la signature du traité de Nankin en 1842. Dans une lettre adressée à la manufacture, il raconte comment il a obtenu ces échantillons. Je vous l'ai écrite puisque c'est quand même assez particulier. Il s'exprime en ces termes: « J'ai réussi non sans peine à m'introduire dans les ateliers du plus grand fabricant de Canton. Ils sont situés à 1 heure de la ville, au-delà de l'île de Honan. En arrivant dans l'atelier de peinture, je m'approchai d'un ouvrier occupé à décorer une tasse en lui faisant force chin-chin, salutations. Je lui pris tout doucement des mains son pinceau
et la tasse qu'il était en train d'achever. Et lui ayant mis en place une piastre, je pliai fort tranquillement le tout dans un papier à sa grande stupéfaction. L'honnêteté de mon procédé lui plut, sans doute, car il entama une série de remerciements chinois qui, à eux seuls et par leur bizarrerie, valent bien une piastre. Ainsi encouragé, je m'emparai simplement de tout ce qui se trouvait sous ma main, des godets de couleurs, de plusieurs substances telles qu'une espèce de gélatine employée avec de l'eau pour broyer les couleurs, passèrent dans ma poche. Des piastres mises dans la main rendaient à son front toute la sérénité que chacun de mes actes de spoliation avait assombri. Ainsi, s'ensuit une série d'observations, la lettre est palpitante, mais je m'en tiens là, sur les fours qu'il aura l'occasion également de visiter et qui se situent à un endroit différent de celui des ateliers de peinture. Il rapporte au final à la manufacture de Sèvres 19 couleurs acquises à Canton pour la somme de 120 francs et donc, vous voyez ici, en fait, les enveloppes, encore une fois, avec leur nom en caractère chinois et de manière plus exceptionnelle, la transparence qui a été reportée sur l'un des papiers. Il y a juste un cas comme ça, du colorant qui s'est vraiment imprimé sur la matière. Avec ici la liste des 19 couleurs et une couleur qui a été retrouvée également dans les réserves de Sèvres. Malheureusement, il s'agit de la seule, à ma connaissance, que l'on ait pu mettre au jour actuellement. Et à peine quelques années après les collectes de Joseph Lee et de Jules Thiers, le consul d'Angleterre en Chine, Rutherford Alcock, fait également parvenir un ensemble de couleurs à la manufacture de Sèvres. Parmi les quelques 80 échantillons rapportés par Rutherford, 23 concernent des couleurs préparées, 15 nuances de bleu, 15 nuances de noir, 2 de vert, et encore 47 conçus pour, je cite, peindre sur porcelaine de première qualité après cuisson. Donc, contrairement aux échantillons de Joseph Lee, eh bien, on a assez peu d'informations sur ces couleurs, la seule étant que tous les échantillons proviennent de Qingdezhen. Tous ces échantillons, en fait, sont étudiés très tôt par le chimiste en chef de la manufacture de Sèvres, Alphonse Salvetta, dans des analyses qui sont des analyses donc destructives pour l'époque et qui entraînent donc des altérations irrémédiables sur les échantillons, ce qui expliquerait aussi peut-être aussi la potentielle disparition de certains de ces échantillons. C'est là que, en fait, Salvetta va comprendre qu'en fait, il s'agit pour toutes ces couleurs des mots de petit feu, mais ne s'arrêtant pas à cette simple collecte, il joint à son analyse aussi des émaux de grand feu, simplement en faisant des prélevés directement sur des pièces existantes. En 1875, le chimiste français Anatole Bilquin, qui est alors professeur depuis une dizaine d'années au Tongwenguan, le Tongwen College, est approché par les autorités françaises pour rassembler des pièces de céramique chinoise à l'attention de la manufacture de Sèvres. Là, la mission n'émane pas directement de la manufacture. Bilquin est recommandé par Charles Schaeffer, qui est administrateur de l'école impériale et spéciale de langues orientales, donc futur Langso, INALCO, et lequel le recommande au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Et c'est ensuite que la commission de perfectionnement de Sèvres va dresser un programme d'études pour Anatole Bilquin. Et en fait, il va donc réaliser plusieurs envois à la manufacture, mais cette fois d'objets, pas véritablement d'échantillons comme c'était le cas précédemment, lesquels sont inventoriés et étudiés par Édouard Gerspach, donc chef du bureau des manufactures nationales, puis directeur de la manufacture
des Gobelins, selon une perspective bien spécifique qui est celle de la nomenclature des couleurs chinoises. Il publie ainsi 2 notes sur la céramique chinoise dont le but est de lister les noms des couleurs employées dans les porcelaines et qui est à ce moment-là conçu comme un prérequis indispensable à la compréhension des décors chinois. L'extrême intérêt des archives de Sèvres est de pouvoir les faire entrer en corrélation directe avec les collections. Ici, avec ces objets, donc encore une fois classés par couleur, que l'on retrouve dans les collections du musée. L'attention de Gerspach étant par ailleurs particulièrement retenue par certaines couleurs qui sont alors assez peu représentées dans les collections occidentales, telles que le jaune peau d'anguille, Shan Yu Huang, ou encore les couvertes noires. Donc, la mission Bilquin va vraiment marquer une nouvelle étape dans l'étude des couleurs chinoises, avec cette notion de nomenclature qui rentre comme un préalable essentiel à leur compréhension. Et finalement, dans ce cadre-là, la qualité des pièces et leur ancienneté importent peu par rapport à l'originalité de l'émail et sa rareté dans les collections européennes. Mais la tentative de Gerspach d'établir une nomenclature des couleurs chinoises reste isolée et sans véritable rigueur, malgré ses efforts pour introduire les caractères chinois dans ses textes. Son absence de la maîtrise de la langue le rendait peut-être peu à même de produire un document vraiment utile pour ses contemporains, comme l'attestent ces quelques lignes désabusées à propos des couvertes chinoises. Où sont les quelques lignes désabusées ? On voit que le mot ou existe dans plusieurs mots. Ou mien, ou tin, ou jing. Il n'en faudrait pas conclure qu'il apparaît à chaque fois qu'il s'agit d'un vase noir. Ainsi, fond noir émaillé se dit tsai shueme et fleur blanche sur fond noir se dit huadi bai hua. Heidi bai hua, pardon. Nous citons ces exemples pour montrer que les conclusions par la simple logique n'ont aucune valeur en matière d'expression chinoise. Enfin, dernier chapitre de cette saga sur les couleurs chinoises se trouve être la mission Scherzer, dont la mise en place est particulièrement difficile, puisque il va... Là encore, on est face à une mission qui n'émane pas à proprement parler de la manufacture, mais de Scherzer lui-même, qui se propose de son propre chef d'aller se rendre à Jingdezhen et de rapporter des informations sur la production de céramique chinoise. C'est donc le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts qui réceptionne cette demande et qui la transmet à l'administrateur de la manufacture de Sèvres, Charles Lotte, qui, à cette époque, va montrer une certaine réticence à à la mise en place de cette mission. Je vous passe sur les échanges de lettres fastidieux entre les deux institutions. Toujours est-il que Charlotte a du mal à en voir l'intérêt, puisque à l'époque, il estime que la manufacture de Sèvres a déjà résolu les problèmes qui pourraient être posés et qui seraient nécessaires à améliorer certaines techniques pour la manufacture. Mais finalement, la mission a lieu. Et Scherzer, qui profite de son poste de consul à Hangzhou, se rend donc à Jingdezhen le 23 décembre 1882 et rapporte de cette mission ce document que vous voyez, dont il existe une copie, encore une fois, aux archives de la manufacture de Sèvres, et qui est particulièrement intéressante puisqu'il va vraiment dresser un compte-rendu très large de cette mission. Il dresse notamment un état des lieux absolument dramatique de la manufacture impériale, Yuao Chang,
disant que le gérant très âgé est gravement malade et que la fabrication touche à sa fin, les ateliers allaient fermer dans 3 jours, etc. etc. Et malheureusement, il ne va pas vraiment réussir à mettre la main sur ce qu'il cherche, à savoir les porcelaines à couvertes colorées au grand feu produites par la manufacture impériale. En effet, les pièces de ce type ayant déjà été livrées à Pékin, il ne peut ni apprécier leur qualité ni en observer la fabrication. De plus, inutile de chercher des exemples du rouge sacrificiel, les fameux sang de bœuf produits par la manufacture impériale. Le secret de fabrication s'étant perdu depuis longtemps. Il nous dit « Le rouge de cuivre, tiron ou sang de bœuf, si apprécié des amateurs, ne se fait plus depuis la mort du dernier possesseur du secret de la fabrication. » Il y a plus de 20 ans, que l'administration de la manufacture impériale s'est fait excuser dans un rapport au trône de ne pouvoir exécuter une commande de vase à couverte de tiron qui avait été faite par Sa Majesté. Ce n'est donc pas auprès de la manufacture impériale que Scherzer tirera le meilleur parti de sa visite à Jingdezhen, mais en visitant 3 ateliers privés, les fabriques Lin, Li et Tang, où il s'enquiert de presque tous les procédés de fabrication qui lui avaient été demandés par la manufacture. J'en viens à ma conclusion. Car donc, s'il est vrai que la technique de la porcelaine dure en elle-même n'est plus un enjeu pour le 19e siècle, reste qu'un grand nombre de techniques décoratives chinoises suscitent l'intérêt de la manufacture de Sèvres et ce qui justifie la mise en place d'un nombre important de missions de nature et d'échelle diverses en Chine. Qu'il s'agisse des premières missions à l'initiative d'Alexandre Brongniart ou de celles de la fin du 19e siècle émanant de volontés extérieures à la manufacture, on l'a vu, ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, bureau des manufactures, etc. Il y a dans tous les cas une conscience aiguë et partagée partagée par ces différentes institutions étatiques de profiter de la présence d'individus en Chine pour faire l'acquisition de technologies nouvelles. Cette acquisition de connaissances est loin d'être purement contemplative si l'on considère le systématisme de cette pratique, son but affiché de permettre l'amélioration de l'industrie porcelainière française. Plusieurs témoignages montrant par ailleurs que les collecteurs ont de fait fait face à des résistances dans l'obtention de certaines techniques ou matériaux et étaient conscients de vouloir percer des secrets de fabrication. Le statut des individus qui effectuent ces missions en Chine, ainsi que la fréquence de ces missions, sont également des éléments révélateurs des rapports diplomatiques entre la France et la Chine. Dans la première moitié du 19e siècle, ce sont ainsi les missionnaires qui sont les seuls à pouvoir séjourner à l'intérieur des terres, avec l'exemple de la congrégation des Lazaristes. Mais enfin, les 2 guerres de l'opium, qui se terminent en 1842 et en 1860, et la signature des traités inégaux qui en résultent, parachèvent définitivement les ouvertures forcées de la Chine par les puissances occidentales, et les derniers protagonistes que nous avons mentionnés illustrent par leur fonction l'importance de la présence étrangère en Chine après 1860. Je m'en tiendrai là et je vous remercie pour votre attention. Sans plus tarder, nous allons écouter Béatrice Quette. Donc, Béatrice, tu es conservatrice en charge des collections asiatiques au Musée des Arts Décoratifs, évidemment. Tu es aussi membre du conseil scientifique de l'INHA. Tu es présidente honoraire de la Société française d'études de la céramique orientale. Alors, tu as fait effectivement beaucoup de publications, beaucoup d'expositions. On pourrait citer les 2 dernières au Musée des Arts Décoratifs qui ont été des redécouvertes, notamment de la Chine aux Arts Décoratifs en 2014 et puis Japon-Japonisme en 2018. Tu es spécialiste des émaux cloisonnés chinois, mais bon, tu t'intéresses à beaucoup d'autres champs des arts chinois. Et aujourd'hui, donc, tu vas traiter pour nous la représentation des héros de la République populaire et l'influence du portrait occidental. Alors, je change. Alors, non, il n'y a pas le micro encore. Là, vous m'entendez? Bon, je suis désolée, je suis qu'à contact, donc je ne voudrais pas risquer de... Bref, vous m'avez compris.
Merci infiniment, Sébastien, pour cette très chaleureuse introduction. Je voudrais, à l'exemple aussi de Pauline, remercier bien évidemment les organisateurs de ce colloque absolument extraordinaire sur cette question de céramique et politique. Anne Dressen pour avoir fait cette exposition aussi merveilleuse qui nous a fait rêver, qui nous a fait nous questionner. Et c'était vraiment extraordinaire. Merci aux Amis de Sèvres qui ont eu la bonne idée de participer à l'organisation, à l'INHA de nous accueillir ce matin et à Sébastien qui très gentiment m'a sollicité pour participer à ce colloque. En propos liminaire, je voulais vous dire, je ne connais rien au sujet que je vais vous traiter aujourd'hui. C'est important, je ne suis pas spécialiste d'art contemporain chinois et je souhaite absolument faire cette précision car, mais pour autant, j'ai quand même accepté de participer à ce colloque et avec grand bonheur parce que ce sujet de céramique et politique est un sujet qui m'intéresse et que j'ai découvert, je dois dire, de manière, en tout cas pour la partie contemporaine, de manière tout à fait fortuite, dans les années 90, lors d'une visite d'une exposition dossier organisée par le musée Victoria and Albert Museum de Londres, qui était à l'époque en train de constituer déjà une collection d'objets de propagande, donc particulièrement en céramique, mais pas uniquement, et qui m'a fait m'interroger sur le lien de cette production avec une production que je connaissais malgré tout un peu mieux, celle ancienne de la Chine, et le colloque devait ajouter cet aspect de transfert culturel, et donc c'est à travers l'art du portrait que je l'ai abordé. Donc un croisement double, la céramique finalement au service de la propagande, de la jeune République populaire, et en même temps cette question du transfert culturel. Alors, attendez, il faut que je fasse attention à l'heure. Alors, pour avancer le diapo, on fait comment? Ah oui, ça marche comme ça. Pardon. En 1949, vous le savez, le 1er octobre, Mao proclame l'établissement de la République populaire depuis cette place de Tiananmen et plus particulièrement cette porte. Et vous savez qu'il y fait ensuite placer ce portrait que vous voyez représenté ici. Est-ce que ça marche? Ah, pardon, du coup, alors attendez, parce qu'en fait, si j'appuie là, voilà, le portrait qui se trouve ici, vous voyez un portrait peint qui y est placé depuis. Sa tâche, la tâche bien sûr de Mao, ainsi que celle des autres leaders politiques, fut de recréer donc une société avec des valeurs chinoises, mais sous une idéologie qui était littéralement, au sens propre et au figuré, étrangère, celle donc du communisme. L'art et la culture populaire se sont donc mélangés pendant cette période maoïste, notamment jusqu'à sa mort en 1976, et on verra que cet esprit se poursuit encore aujourd'hui en conclusion de cette conférence. Les préoccupations de Mao vis-à-vis de l'art est très affirmée, notamment dans son fameux discours du Forum de Yan'an sur la littérature et l'art en mai 1942. C'est assez amusant que nous soyons presque en mai, enfin juin 2022, donc 80 ans plus tard. Ces deux expressions artistiques devaient donc servir, bien sûr, la cause révolutionnaire. Et vous voyez donc déjà à travers la peinture, comme cette propagande, donc l'art sert immédiatement ce nouveau régime en montrant, alors à la fois pour illustrer tout de suite et pour marquer l'emplacement de ce discours historique et pour évidemment placer tout de suite Mao au centre de cette propagande. Et vous savez, je vous le replace ici, mais cette porte est donc installée ici et en face, en fait, il y a une sorte de jeu de miroir, puisque vous savez que le mausolée de Mao se trouve en face, exactement au milieu de la place. Mais revenons-en à la céramique. Alors, en fait, ça marche. Voilà. Dans les premières années, vous voyez que cette propagande se fait à l'aide donc souvent de techniques profondément chinoise, et dans le domaine de la peinture, même si la peinture que je viens de vous montrer était une peinture à l'huile, cette propagande se fait à travers donc des techniques traditionnelles, comme vous le voyez ici, encre et couleur sur papier, avec, vous voyez, en plus une manière de, pardon, j'essaie de jongler une manière donc de se représenter presque en lettré chinois, tenue qu'il abandonnera assez vite, mais et aussi ici
au milieu de ce paysage, presque comme dans ces grands paysages monumentaux des 5 dynasties ou du début des Song du Nord, où l'homme est toujours présent comme une sorte de pivot entre le ciel et la terre, dans ces grands paysages, cette fois-ci d'inspiration taoïste. Je veux bien la diapo suivante. Merci, Pauline. Dans le domaine de l'art, donc, dans le domaine des arts appliqués, les techniques traditionnelles servent immédiatement également cette propagande. Vous le voyez ici avec ce plat en bois laqué, donc dans une technique parfaitement connue en Chine depuis presque un millénaire, enfin cette technique-là en l'occurrence de superposition de couches de laque. Simplement, le sujet évidemment a changé, ça ne vous a pas échappé. Il s'agit de la représentation ici d'un de ces héros de la Révolution qui aurait à lui seul réussi à arrêter un train ennemi. Et vous voyez cet effet évidemment de diagonale, de dynamique qui tout de suite vous montre l'influence de cet art du socialisme soviétique qui intervient immédiatement ici. Dans la production de céramique, avec cette figure à droite donc de Li Tiemei, qui est l'héroïne d'un opéra de Pékin, révolutionnaire bien sûr, La Lanterne Rouge. Il s'agit ici de représenter la figure de cette héroïne de cet opéra en céramique, donc en porcelaine, fait donc à Tintogen dans les années 60, avec une technique on ne peut plus traditionnelle, celle donc de la porcelaine, décorée après une première cuisson, surcouverte avec des émaux. Et j'ai mis en face une pièce du Musée des Arts Décoratifs du XVIIIe siècle qui vous montre donc exactement la même technique et qui vous montre bien que, pour le coup, là, il n'y a aucune innovation particulière, si ce n'est bien sûr l'usage de cette histoire, de cette maîtrise technique très ancienne qui donc est ici au profit de cette propagande. Alors, cette figure, cet opéra de Pékin, il y a eu plusieurs opéras révolutionnaires, ont été diffusés très largement à travers des tout petits bouclettes qu'on pouvait acheter pour rien du tout. Comme on n'a que 20 minutes, je n'ai pas voulu vous montrer d'image de cela, et dans les manières de diffuser le succès de cet opéra et de ces opéras révolutionnaires, ont fait que la manufacture de Tintogen a produit des figures en 3 dimensions pour, là aussi, participer au succès de cet opéra. Comme on a aujourd'hui, vous savez, les petites figures que vous allez acheter quand vous êtes fan de manga ou de film. On a exactement la même chose finalement. Simplement quand même en porcelaine. Il faut savoir que cette porcelaine de Tintogen, donc, elle est immédiatement mise au service donc, de l'État, à la fois pour produire des objets qui sont vendus et être donc des subsides de l'État, comme la dynastie de Qin l'a fait largement avec l'exportation vers l'Europe, entre autres, pour là aussi s'assurer une balance commerciale extrêmement en sa faveur. Et puis, et en même temps, elle utilise cette porcelaine, par exemple, pour réaliser le service de l'hôtel de Pékin qui est rouvert en 1952, vous savez, sur cette grande avenue près de la place Tiananmen, cet très célèbre hôtel de Pékin qui donc on avait fait faire un service pour l'hôtel en 1952, justement par Tintogen, pour montrer aussi l'excellence de cette technique millénaire en Chine. Diapo suivante, merci. Alors là encore, vous avez une confrontation d'un objet des années 60, réalisé dans les années 60, toujours à Tintogen, et un objet plus ancien, une fois encore du Musée des Arts Décoratifs, dans une technique que vous connaissez sous le nom de famille verte, Yinsai en chinois, où l'émail vert donc, est dominant est placé sur couverte. Donc là encore, une technique parfaitement traditionnelle, en rien, il n'y a d'innovation technique. En revanche, la manière de composer le motif et de mettre en avant et de surtout faire en sorte que cette figure, là encore, d'une héroïne, d'une jeune étudiante, héroïne debout à la fois devant la montagne mais devant ce grand arbre, cette projection en avant, là évidemment, transcrit cette influence de l'Occident et cette manière donc de revoir la composition au service, là encore, de la propagande.
quand vous voyez que tous ces motifs qui sont ici et en bas reprennent extrêmement fidèlement des motifs qui étaient tout à fait connus sur les porcelaines chinoises de l'époque des Qin, notamment de l'époque de Qianlong. Donc, en cela, on replaque simplement à l'intérieur d'un paysage qu'on sait parfaitement faire, et vous le voyez, par exemple, ici, avec ce vase des arts décoratifs, vraiment un très beau paysage, il n'y a pas une très grande différence, si ce n'est le format, l'accentuation de cette héroïne de la Révolution populaire. Diapositive suivante. Alors, cet art du portrait, il va changer, et c'est là qu'on va pouvoir commencer à parler de transfert culturel. Cet art du portrait, là, il faut d'abord regarder celui de gauche. En Chine, était plutôt lié à cet aspect très confucéen qui consistait à représenter plutôt une fonction que réellement un portrait parfaitement identifiable. Il était important donc de faire les portraits, bien sûr, des empereurs, et l'Académie impériale s'y employait régulièrement, sans forcément que ce portrait soit absolument tout à fait caractéristique de la personne représentée. Elle pouvait lui représenter, mais ce qui était surtout important, c'était que tous les attributs de la fonction soient, eux, parfaitement mis en scène. Et vous voyez, avec ces deux portraits côte à côte de la période Kangxi, cette différence entre les deux portraits, celui de gauche, donc de Kangxi jeune en lettré chinois, et vous voyez bien que représenté plus âgé, malgré tout l'apparat du portrait, et donc là, de manière tout à fait, qui respecte parfaitement ces portraits d'empereurs réalisés par l'Académie impériale, vous avez dans le visage une nette différence entre les deux. Bon, déjà, il est plus âgé, mais vous voyez qu'il y a vraiment un souci de représentation presque photographique de l'empereur, et cela probablement grâce aux peintres jésuites qui se sont installés à la cour impériale et qui, presque comme des miniaturistes sur émail, ont introduit cet aspect donc de véritable portrait comme on pouvait l'avoir dans nos cultures occidentales. Diapositive suivante. Et alors, là aussi, le portrait équestre, qui fait quand même partie des grands sujets du portrait occidental pour tout souverain, eh bien, il est également réalisé dans ces ateliers impériaux avec cette fois-ci le petit-fils de Kangxi, Qianlong, jeune, qui est magnifiquement représenté. Et c'est une sorte de double portrait, car le portrait, bien sûr, est celui de l'empereur, mais également du cheval, puisque Qianlong était était un grand amateur, comme tout Mandchou, de toute façon, était un cavalier émérite, évidemment, mais en même temps, il était très attaché à ses chevaux. Et là encore, on retrouve finalement aussi, à travers pourtant cette représentation faite par un jésuite, on retrouve pourtant aussi une tradition chinoise, celle de la représentation du cheval qui existe depuis les Tang, depuis Han Kan. Diapositive suivante. Cette influence donc du portrait, elle s'accentue aussi grâce à la photographie et ce magnifique autoportrait, chose assez rare dans l'art chinois, de cette brillant et très mort très jeune, mais exceptionnel peintre qui était Zheng Xiong. Vous le voyez ici, qu'il combine à la fois les techniques traditionnelles de la peinture chinoise en associant en plus images et texte, et en même temps, il différencie très fortement le traitement des mains et du visage et de son buste de manière beaucoup plus photographique, probablement sous l'influence de cette technique nouvellement arrivée en Chine. Alors, c'est une manière de vous montrer que finalement, ce plat, cette manière aussi de représenter les grands héros, cette fois-ci en portrait peint sur un plat. Alors, il est hors de question en Chine de manger dans ce genre de choses. On ne mange pas sur la tête de quelqu'un, hein, évidemment. Je pense que c'est un souci que nous n'avons pas eu, nous, en Occident, puisque certains portraits pouvaient servir de plat de service. Ici, les choses sont tout à fait, vous ne le voyez pas, mais les choses étaient bien clair. Il s'agit vraiment d'une peinture sur porcelaine. L'objet est fait pour être accroché au mur et il a d'ailleurs été aussi fait pour être un
objet de propagande, puisqu'on sait qu'il a été donné, des places semblables, il y en a plusieurs qui ont été faits, a été offert pour des cadeaux diplomatiques. Donc là, on est à la fois dans le transfert et en même temps dans la propagande communiste. Il s'agit ici de l'un de ces soldats de cette célèbre armée de la libération du peuple qui est représenté en train de nettoyer son arme automatique. Mais vous voyez qu'on a à la fois l'effet extrêmement photographique, d'ailleurs le portrait a été fait d'après une photo, et en même temps on a bien tous les attributs de ce soldat et de cette armée avec l'étoile ici et bien sûr son uniforme et ses galons. Alors, pour vous montrer aussi que, merci beaucoup Pauline, pour vous montrer aussi que cette porcelaine, elle n'est pas faite uniquement à Tintogen, mais un peu partout dans le pays, ce petit bol avec ce système de décalcomanie dans une autre région, au Hunan, finalement, la porcelaine a servi de manière plus ou moins luxueuse, et là, pour le peuple, toutes les classes sociales. Donc, voilà, petit exemple rapidement montré. Vous voyez ici avec cette image très clairement, et j'ai pris particulièrement l'exemple de Mao, vous voyez ici immédiatement l'influence de cet art, non seulement de cet art, mais aussi de la pensée du grand frère soviétique, et qui, ici, dans cette peinture, vous montre bien donc les sources d'inspiration très clairement, et avec donc le modèle à suivre qui est clairement indiqué dans le dos de Mao. Je vais avancer un peu plus vite. Là aussi, vous voyez cette différence entre la peinture que nous avons vue au début, où Mao est présenté tout petit dans un paysage, et cette mise en avant de la figure du héros et de ce premier président qui donc est représenté de manière extrêmement disproportionnée, avec là encore une mise en avant très forte, comme on l'avait vu sur le vase de Tintogen avec cette figure de jeune étudiante. Et là encore, cette propagande se fait sur la porcelaine. Elle peut se faire notamment en traduisant quelques citations. Il s'agit ici des citations justement du fameux discours sur la littérature et les arts de 1942, installées sur une tasse couverte. Mais on avait déjà ces textes présentés sur la porcelaine, des textes littéraires cette fois. Là encore, il n'y a pas vraiment de nouveauté, si ce n'est éventuellement la technique de fabrication avec des transferts, des décalcomanies, mais c'est tout. Mais vraiment une porcelaine qui sert, comme la technique ancienne, à la propagande. Alors, c'est là qu'intervient un nouveau transfert culturel, celui du portrait en 3 dimensions. Cette petite statuette, enfin, pas si petite que ça d'ailleurs, 56 cm de haut, ces représentations de statuettes en porcelaine qui ont pu être faites dans plusieurs fours à Tintogen, à De Roy, donc dans le sud de la chaîne au Foutienne, ont été faites en grand nombre et sont encore faites aujourd'hui. On en reparlera tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment pour le coup, si le portrait, vous voyez, était quelque chose de chinois, même si on a déjà un premier transfert dans la précision de la représentation, portrait fidèle. Pour le coup, la porcelaine, la représentation en 3 dimensions en sculpture n'est absolument pas quelque chose qui fait partie de la tradition chinoise. Diapositive suivante. On a des grandes figures de céramique, plus ou moins grandes. Là, celle-ci fait, j'ai pas mis la dimension, mais pas loin d'1 mètre de haut, depuis le XIIIe siècle. Donc, techniquement, on sait faire, mais en général, ce sont des statues qui sont des statues religieuses. Ici, vous avez le Bodhisattva Kuan Yin, et sur celle d'après également, faite à De Roy, dans des proportions plus petites. Et vous voyez que la technique est parfaitement réalisée. On sait très bien faire ce type d'objet, mais à des fins religieuses. Et il en est de même pour les grands formats de sculpture qui sont en général réalisés donc éventuellement en bois ou autre, ou en pierre, soit pour des fins donc de rituels religieux ou de rituels funéraires, notamment l'allée des âmes, les sculptures faites pour l'allée des âmes. Alors, on a des exemples de portraits réalisés en terre et qui sont extrêmement anciens, et dans des formats spectaculaires, puisque vous savez que ces objets faits à la fin du IIIe siècle avant notre ère sont des portraits certes anonymes, mais cette armée de terre cherche à différencier, malgré tout, les visages des différentes personnes qui constituent cette très grande armée. Ce sont donc des portraits anonymes, mais jamais au-delà de cet effet. Et
la nouveauté arrive en 1925, lorsqu'on réalise le mausolée donc, de Sun Yat-sen, le premier président de l'histoire de Chine, qui a été président 2 mois et 10 jours, donc très peu de temps, après avoir pris la suite du dernier empereur Puyi. Il se fait faire un mausolée, on lui construit un mausolée entre 1926 et 1929, vous voyez, dans une architecture chinoise parfaitement traditionnelle, à ceci près qu'à l'intérieur, merci, à l'intérieur, eh bien, on découvre le portrait de Sun Yat-sen dans un format colossal, vous le comprenez ici, puisque son auteur, Paul Landowski, est installé à côté. Et vous voyez, c'est le premier exemple. Si vous en trouvez un autre plus ancien, je serais ravie de le savoir. Mais c'est donc le premier exemple d'une statue, d'un portrait officiel réalisé donc en Chine, sous l'influence, vous l'avez bien compris, en l'occurrence là, de la France. Et alors, dans un deuxième, parce que je dois me rester très peu de temps, juste après, quand on pénètre à l'intérieur de ce mausolée, dans un format qui, vous le comprenez, ressemble étonnamment, même si le bâtiment ne ressemble en rien aux Invalides, dans un format qui probablement a été très fortement inspiré du tombeau de Napoléon, mais voilà, en marbre blanc, dans un format de gisant absolument, vraiment, on ne peut plus occidental. Et à partir de ce moment-là, et particulièrement à partir de la révolution, de la mise en place de la République populaire, eh bien, on a cet usage du portrait en buste. Et là, il n'y a jamais eu en Chine de galerie de portraits de buste comme on l'a fait à Rome, par exemple. Ça n'existe pas. Et là, vous voyez qu'à partir de Mao, évidemment, Mao se sert de cela et de cette habitude pour se faire représenter. Deng Xiaoping prendra bien sûr la suite. Et là, je termine rapidement pour vous montrer que donc, les autres ont suivi. Encore après, merci. Probablement, cet artiste avait imaginé, avec cette sculpture faite à Tintogen, que je dois dire j'aime particulièrement, qui croise à la fois l'art du kitsch, hérité de Jeff Koons, donc des années 80, mais qui est arrivé dans les années 90 en Chine, et qui, il l'espérait peut-être, annonçait la fin du Petit Livre Rouge, puisque vous voyez que le texte du Petit Livre Rouge a disparu, les pages sont devenues blanches. L'histoire n'a pas été tout à fait celle-ci, puisque diapositive suivante, et là on va les passer, voilà, puisque finalement l'esprit maoïste est bien là, et vous avez ici, et là je tiens à remercier très très chaleureusement Yang Song-jen qui est là et que je salue, qui très gentiment m'a permis d'obtenir ces diapositives, ces images de deux ateliers de deux rois, donc dans le sud de la Chine, au Fujian, l'atelier donc de Lai Litong que vous avez ici et qui, vous voyez, est en train de préparer. Il est maître, c'est un artiste qui a été maître d'art en Chine et qui, vous voyez, est en train de préparer une figure de Mao avant qu'elle soit produite par son atelier. Là, vous le voyez, sortant des figures religieuses, mais en réalité, à l'intérieur, vous avez ici la figure de Mao, une figure de Mao. Donc, ces ateliers de deux rois continuent de fabriquer des statues religieuses et en même temps des statues de Mao. Un atelier qui a repris qui le fait depuis les années 1984. Vous en voyez ici plusieurs modèles. Et si on continue, pour terminer, dans un autre atelier, toujours de deux rois, cette fois-ci l'atelier Shangde de Zhang Xiangti, qui, lui, a repris depuis 2005 la production de ces figures de Mao. Il en fait une centaine, dont 50 de personnages politiques, dont une cinquantaine sont celles donc, de Mao, et continue aujourd'hui, dans ces deux ateliers, à produire plusieurs milliers de ces statuettes par an. Voilà, donc vous avez quelques exemples. Et pour terminer, ça sera vraiment la dernière diapositive. Ah ben non. Alors voilà, vous pouvez trouver ce genre de statuettes sur le net. Je l'ai trouvé en préparant cette conférence. Donc là, on ne vous dit pas toujours d'où elles proviennent, si c'est Tintogen, si c'est deux rois, mais deux rois visiblement en produit. Peut-être que certaines de celles-ci sortent des deux ateliers dont je viens de vous parler, Lai ou Zhang. Et pour terminer, vous voyez que ce principe de la céramique au profit de la propagande et peut-être encore un peu, même si il a été déjà bien digéré, de ces transferts culturels sert encore le pouvoir aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre attention.
Merci beaucoup à toutes les deux. C'est vrai que c'est assez frustrant de devoir vous couper. Alors, on voudrait vous entendre plus largement, mais le temps des questions est aussi fait pour développer des axes qui nous intéressent. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur ces deux regards complémentaires, le regard chinois sur l'Occident et puis le regard occidental sur la Chine. Donc, voilà, si vous avez des questions, on va faire circuler un micro. J'avais une interrogation sur, on a parlé de la Chine, mais il y a le Japon et la Corée à côté. Comment s'articulent les relations vis-à-vis de ces trois pays entre eux et vis-à-vis de Sèvres ou vis-à-vis de la France? C'est un sujet de colloque, ça. Mais un autre colloque. Pour quelle période? Pour le 19e siècle, il y a une configuration qui est un peu différente pour la Corée et pour le Japon. Pour le Japon, il y a aussi un moment qui va être l'ouverture forcée du Japon dans la fin des années 1850, donc par les puissances occidentales. Mais le Japon va, à partir de l'ère Meiji, donc en 1868, vraiment aller vers une occidentalisation voulue, en devenant acteur de cette occidentalisation, en participant notamment aux expositions universelles, en diffusant des céramiques produites spécialement pour l'Occident et qui vont beaucoup plaire, notamment c'est la grande époque des Satsuma. Donc, il y a un tout autre rapport qui se tisse à ce moment-là, et c'est encore, on va dire, plus ténu avec la Corée, qui ne souffre que dans les toutes dernières décennies du 19e siècle, pendant une période très courte, avant d'être elle-même envahie par le Japon. Donc, en fait, je dirais les configurations sont vraiment différentes en fonction des trois pays, surtout pour le 19e siècle. Mais là où, même s'il y a des traits communs, on va dire, qui sont ces ouvertures forcées, cette mise en... cette participation, on va dire, active au commerce international, eh bien, en fonction des relations diplomatiques et de la volonté ou pas à ces moments-là de ces pays d'aller vers ces perspectives d'occidentalisation, eh bien, on va avoir des rapports diplomatiques différents qui engendrent aussi forcément des rapports différents en fait à la céramique et aux liens qui se créent par ailleurs sur le plan culturel. Oui, merci infiniment pour ces deux interventions que j'ai trouvées assez fabuleuses, extraordinaires. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à les écouter, en tout cas. J'ai une question qui ne porte pas très directement sur cette question des transferts culturels, mais peut-être trouvera-t-elle sa réponse parmi les autres spécialistes venus de Sèvres dans la salle. En fait, j'étais surtout stupéfaite de voir à quel point cette course aux couleurs chinoise a mené Sèvres dans un temps relativement tardif. C'est-à-dire que vous parlez là vraiment des années 1880, 1882, 1884, me semble-t-il, pour cette course aux couleurs. Et ça me fait penser que, en fait, moi qui ai étudié surtout l'histoire 19e de Sèvres à travers le spectre
d'un céramiste comme Jean Cariès, je me rends compte que ces deux périodes sont quasiment connexes et que je me demande dans quelle mesure, en réalité, cette course aux couleurs n'a pas obscurci un petit peu le regard de Sèvres par rapport à ces mouvements d'avant-garde qui se développaient sur les territoires national, et le fait de passer si manifestement à côté de cette évolution du grès, justement, contemporaine. Et je me demande justement si, à force, parce que finalement cette course a duré quasiment un siècle, enfin bien avant, mais en tout cas a duré tout le long du 19e avec un acharnement. Donc je voulais savoir si effectivement il n'y avait pas là une des raisons. Alors je sais aussi que c'est une période particulièrement difficile pour Sèvres, qui rencontre, je crois, des problèmes de four importants et qui est un peu mise sous pression par le ministère. Mais je voulais donc essayer de voir si on pouvait établir une corrélation entre ces deux événements. Alors, je sais qu'en 1892, donc, à l'exposition de la SNBA, Cariès va frapper d'un grand coup et que Sèvres va prendre conscience de son retard par rapport à ça. Donc, je voulais savoir si quelqu'un pouvait me répondre. Je suis évidemment très mal placée pour vous répondre, étant pas du tout, puisque ce n'est pas du tout mon domaine de spécialité. Je veux juste une précision parce que je ne voudrais pas donner une image faussée de cette période. J'ai moi-même aussi un peu axé sur les couleurs par souci de concision et pour avoir un fil conducteur. Il ne faut quand même pas oublier que beaucoup de ces missions, et comme j'ai montré par certaines diapositives, concernent pâtes, terre, matériaux bruts de kaolin et en parallèle de quoi il y a également les couleurs. Mais c'était juste une toute petite précision qui je voudrais pas tronquer, donner une vision tronquée de cette histoire. Mais après, Il y a aussi une question qui se pose, enfin, ce n'est pas le même sujet, mais par rapport à cet ancrage historique, c'est le fait que vous nous montriez des pièces de 1840, enfin, autour de 1840-1850, et puis aussi autour de 1880, qui sont deux périodes républicaines, moment où la manufacture de Sèvres est aussi remise en question à travers des commissions de perfectionnement, etc. Et est-ce que, ça c'est ma question, est-ce que donc, ces enquêtes, cette quête de la couleur, elle est aussi envisagée d'un point de vue politique? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a ce discours autour d'une enquête qui ne serait possiblement mise en place que par la manufacture de Sèvres parce qu'elle est coûteuse, etc. Est-ce que ce sont des pièces qui sont envisagées de ce point de vue-là dans la légitimation de la manufacture dans ces périodes? Par rapport au coût, je ne pense pas que ce soit un tel enjeu parce que, en fait, notamment par rapport, si on prend une mission comme celle de Bilquin, dans laquelle on a aussi qui rencontrent forcément, puisque c'est de l'argent public, qui rencontrent des acquisitions qu'il fait avec le prix de chacune des pièces, etc. Il y a des budgets vraiment minimes qui sont donnés pour ces missions. En principe, la personne n'est pas rémunérée personnellement pour le faire et c'est souvent juste des défraiements par rapport aux frais d'acquisition des pièces. Et les pièces qu'acquiert Bilquin sont souvent cassées, mais à dessein en fait, parce que ce qui intéresse, c'est l'aspect technique. Ça va être les émaux, c'est pas tant leur ancienneté, même si dans les catalogues de Bilquin, on voit souvent effectivement la mention du fait que pièce particulièrement ancienne qui doit dater de dynasties très reculées. Enfin, c'est à peu près ce genre de niveau de connaissance, mais c'est moins un enjeu, à mon avis, du point de vue monétaire que ce que ça ne l'est du point de vue des réseaux, dans le sens où c'est des personnes qui sont consuls, c'est des personnes qui sont dans des réseaux d'institutions étatiques de premier plan. Mais je fais un pas de côté par rapport à la question, parce qu'encore une fois, je parle de ce qui concerne en tout cas les archives de Sèvres. Oui. Ah oui. Dans un premier temps, c'est vrai que Brongniart est, lui, fasciné
par les objets chinois et il en achète très tôt, dès 1826, il demande de l'argent pour acheter à la vente scellée et il est très intéressé par les couleurs et c'est lui qui lance les premières enquêtes. Et ensuite, c'est toujours demandé par la commission de perfectionnement. Or, la commission de perfectionnement, tout ce qu'elle demande, c'est qu'on trouve des émaux transparents à la manière chinoise, soit pour servir de couleur de fond entièrement, soit pour peindre sans avoir l'aspect dur des couleurs sur pâte dure. Et la commission de perfectionnement ne s'intéresse pas du tout au grès ou aux introductions japonaises ou chinoises. Ce qu'ils recherchent, c'est avant tout les mots pour permettre un changement des décors. Donc, je pense que c'est délibéré et que Sèvres peut faire que ce qu'on lui demande de faire. Oui, je voudrais poser une question à Pauline d'Arbréjon, c'est sur un point de détail. Vous avez dit, je ne savais pas du tout, que dans la deuxième partie du 19e siècle, à la manufacture impériale, on ne fabriquait plus, on n'utilisait plus le rouge sang de bœuf, puisqu'on ne connaissait plus la formule. Mais est-ce qu'à cette époque, dans d'autres ateliers de Chine, on l'utilisait ? Oui, je pense qu'il faut peut-être pas prendre non plus au pied de la lettre le témoignage de Scherzer à ce sujet. C'est le constat qu'il dresse en 1882 par rapport à la manufacture impériale, qui, semble-t-il, au moment où il s'y présente, comme je le disais, est sur le point de fermer 3 jours plus tard. Mais effectivement, il y a Jingdezhen, ce n'est pas un four, c'est une myriade de fours. Et en principe, de manière générale, dans l'histoire de la céramique chinoise, on a toujours cette distinction entre les fours impériaux et les fours privés ou les fours locaux. Enfin, le terme varie, mais en tout cas, ça va être la myriade de fours qui sont aussi en activité et qui ont une production, parfois une production qui fait des pas de côté par rapport à la production impériale, notamment en produisant des pièces pour l'exportation, etc. Donc, et dans le même manuscrit de Scherzer que j'ai évoqué dans cette présentation, je vous ai dit qu'il va donc dans ces fameux fours privés ou locaux, et il fait état de certaines couvertes qui, vraisemblablement, par les termes utilisés, utilisent le rouge de cuivre sous couverte. Donc, l'absence de cette technique dans les fours impériaux ne veut pas dire qu'elle est complètement absente méconnue en tant que technique dans les fours privés. Par contre, la spécificité de ce rouge de cuivre, c'est que c'est une couleur extrêmement difficile à obtenir et dont les résultats de cuisson sont extrêmement variables. Donc, ce qui est en principe décrit par le Tirong, le rouge sacrificiel, c'est un rouge vraiment particulier qui a connu vraiment une histoire très particulière en Chine, avec des moments d'oubli, des moments de non-utilisation volontaire parce que c'était une couleur trop coûteuse et dont les résultats étaient trop incertains, qui est redécouverte et remise au goût du jour sous Kangxi vers 1705, et qui vraisemblablement se repère par la suite et va être, là encore, faire l'objet d'une nouvelle quête avec notamment, je pense, aux travaux de Franz Frank sur le rouge de cuivre plus tard, aussi avec la manufacture de Sèvres, pour essayer de retrouver ce rouge dans les années 1970. Voilà.
Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à ces missions qui sont envoyées par la France et surtout dont les rapports sont transmis à Sèvres. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de concurrence à l'époque? Est-ce que vous savez si d'autres missions du même type ont été réalisées par d'autres pays? Je pense l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Et où se situe la France par rapport à ces autres pays, chronologiquement? Est-ce qu'elle n'est pas un peu en retard par rapport à d'autres pays? Voilà, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments à ce sujet? Je vous remercie pour cette question qui est très intéressante et malheureusement, mon champ d'études s'étant un peu limité à la France, je ne vais pas pouvoir vous répondre beaucoup. Ce que je peux vous dire par rapport aux personnalités que j'ai abordées, c'est que le consul d'Angleterre donc en Chine que j'ai mentionné, donc Rutherford Alcock, il donne donc une série d'échantillons à la manufacture de Sèvres, mais il présente les mêmes aussi à l'exposition universelle de Londres en 1851. Et d'ailleurs, je ne sais plus dans quel courrier à Sèvres, ils disent « Oh bon, finalement, on a les mêmes que ceux qui étaient présentés à l'exposition de 51 ». Donc, j'imagine bien sûr que oui, c'est des choses qui ont été pratiquées. Est-ce qu'avec la même, on va dire, centralité qu'a pu représenter la manufacture de Sèvres, je l'ignore, mais je pense très certainement qu'il y a eu des passages d'échantillons et de matériaux outre-Manche. J'aimerais aussi interroger Béatrice, une question que je me posais en voyant, donc, tu vois, tu nous parles de Mao, donc on voit ces images, et à travers la peinture de Luo Gonglu, on voit aussi donc, derrière les grandes figures du Marx, etc., Lénine. La question, en fait, on a vu que ces transferts pouvaient être opérés par des personnes comme Landowski. Est-ce que ça a pu aussi être opéré dans les années 60 par les médias de masse, c'est-à-dire la gravure, les magazines, les affiches? On voit parfois des traitements qui sont très proches de ce type de médias, et on sait que la propagande politique s'appuie aussi sur ces médias de diffusion de masse. Est-ce que tu sais si ce sont des choses qui circulaient en Chine, qui étaient achetées, etc.? Oui, alors je me suis limitée effectivement à la figure de Mao parce que dans les 20 minutes qui étaient… Mais en fait, d'abord, déjà, Mao n'a pas été le seul leader politique qui a bénéficié de cette propagande à travers effectivement une très très large, enfin, j'allais dire, un éventail de production extrêmement large. Ça va évidemment de la peinture, bon, pour les cas évidemment très officiels. Pour les cas de masse, c'était les affiches. Je n'en ai pas montré, mais vous connaissez certainement ces affiches de propagande maoïste avec tous les programmes du Grand Bond en avant, etc., etc. Et surtout après, évidemment, après l'échec cuisant du Grand Bond en avant, une propagande encore plus forte pour essayer de rattraper cette image de Mao, qui explique aussi les dates. Je ne suis pas rentrée dans ces détails, parce que là, ce serait une autre conférence presque. Donc, en effet, il y a eu, bien sûr, l'affiche, et de manière générale, très influencée justement par l'art occidental et particulièrement par ce qui s'était passé en Russie. Donc ça viendrait en fait, finalement, la céramique s'inspirerait du graphisme, design graphique chinois qui lui-même s'inspirait de… Oui, en fait, c'est un peu difficile parfois de complètement séparer les choses. Mais en effet, les techniques traditionnelles servent cette propagande, comme la peinture, comme tout, évidemment dans la céramique. Et en même temps, il y a cet apport extérieur qui donne un ton un peu différent, donne éventuellement des techniques différentes, notamment dans le domaine de la peinture et de l'affiche, parce que pour le coup, l'affiche, même si on a… Enfin, il y a une relance de la… Mais les années 30-40 avaient déjà aussi, par l'ouverture avec l'Occident, avaient déjà pas mal favorisé en fait ces découvertes en fait, dès l'installation de la République, donc après 1912, les échanges des artistes, notamment, alors déjà de l'école des Beaux-Arts à Shanghai, évoluent beaucoup. Il y a par exemple des cours de nu qui apparaissent à ce moment-là, ce qui était tout à fait nouveau en Chine. Et donc, beaucoup d'étudiants vont apprendre les techniques occidentales dans les pays européens, aux États-Unis, ils voyagent beaucoup. Donc, en réalité, Mao, évidemment, veut réfuter cette influence de l'Occident pour recentrer sur la Chine et ce nouveau gouvernement au profit de la masse. Et le petit livre rouge est évidemment le vecteur absolu
de cette pensée, et tous les éléments doivent se faire au profit de la masse, parce que, il le dit justement à Yannan, il faut que le discours ne soit pas que pour quelques-uns, mais il faut absolument que le discours soit fait pour l'ensemble de la population. Les millions de Chinois doivent avoir accès à cet art qui, évidemment, est au service de la propagande. Et la céramique, d'où le petit bol que j'ai quand même inclus, qui n'avait pas tellement d'histoire de transfert culturel, mais ce petit bol qui fait partie d'un ensemble conservé au Victorian Albert Museum est aussi très, très révélateur, parce que dans un objet très simple, il y a évidemment aussi notamment dans le travail aussi de l'émail sur métal, par exemple, était très important, la porcelaine du pauvre, qui évidemment, elle ne se casse pas, elle s'ébrèche, mais elle ne se casse pas. Question devant. Béatrice, combien il y avait à peu près de diffusion de ces pièces? En fait, ce sont des pièces qui sont imprimées, donc c'est des éditions de combien? Alors, par exemple, le portrait de Mao. Alors, les portraits de Mao, à l'époque, énormément, ils étaient souvent destinés à tous les bureaux, toutes les administrations de l'État, et puis ils étaient aussi beaucoup offerts en cadeaux, notamment en cadeaux diplomatiques, comme c'est également l'exemple du plat avec le militaire de l'armée de libération du peuple, qui, donc ça, on sait que c'était vraiment quelque chose qui était donné en cadeau officiel. Donc il n'y a pas. Alors, on n'a pas de chiffres, et aujourd'hui aussi, très gentiment, Yong-Song, qui connaît bien les deux ateliers, les deux créateurs des deux ateliers dont je vous ai montré des images, c'est vrai que aujourd'hui, c'est encore en milliers, mais on n'a pas pu avoir de chiffres tout à fait plus précis que ça, pour des raisons de confidentialité de production. Voilà. Mais c'est quand même intéressant de savoir que si aujourd'hui c'est encore en milliers, vous imaginez à l'époque de Mao. Alors, l'idée aussi, c'est un peu comme les petites statuettes religieuses. Vous savez, à la sortie des temples, vous pouvez acheter, enfin des temples ou de n'importe quel lieu religieux partout dans le monde, hein, vous pouvez acheter la petite, la grande, la moyenne, la très grande, etc. et vous faire une sorte de petit hôtel privé. Donc là, c'était un peu ça aussi, c'est-à-dire que l'idée était vraiment que ce soit accessible et évidemment partout, sur les murs ou sur les meubles. Et pour ce que je vous propose, qu'il reste 10 minutes de pause, c'est peut-être de continuer les débats, ou alors on sacrifie la pause. Mais là, il reste plus que 10 minutes. On doit se retrouver dans 10 minutes pour la session suivante. Donc, je vous invite à discuter autour d'un café. Merci. La pause, oui, effectivement, se fait là-haut, dans la rotonde. Donc, rendez-vous dans 10 minutes précises.